C'est parti. Donc, début de la deuxième session, deuxième talk consacrée donc à la conformité RGPD des sites e-commerce avec Emmanuel Houdet. Pareil, donc que je remercie énormément d'avoir accepté pour la deuxième édition du chez Otechdesk de venir nous parler et nous parler de protection des données et cette fois consacrée au site e-commerce. À toi la parole. Merci Shafik, merci pour cette super invitation. C'est toujours une joie pour moi de pouvoir participer à cet event. Donc cette année, on va parler de conformité RGPD et de site e-commerce. Donc c'est toujours bien quand on veut parler de RGPD d'intervenir après quelqu'un qui parle de cybersécurité parce que ça permet de donner un petit peu de profondeur à ce qu'on fait, de mettre en perspective l'intérêt de ce qu'on fait. Et donc, je pense qu'on a tous bien compris qu'aujourd'hui, toutes ces régulations et toutes ces précautions qu'on peut prendre, ben justement, c'est pour essayer d'anticiper tout ce qu'on a pu voir avec Valérie, même si, bien entendu, ça ne fait pas tout, mais c'est un bon début. Donc, pour aujourd'hui, je vais commencer par quelques petits points de définition pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Et ensuite, j'essaierai d'être un petit peu plus concrète. Donc, quand on parle de RGPD, on utilise souvent les mêmes termes et ce qu'on met derrière ces termes, c'est des choses qui sont assez précises. Donc, notamment la donnée à caractère personnel, il faut bien avoir en tête que ça se rapporte à une personne physique qui est identifiée ou identifiable. Donc, c'est très large. On n'est pas forcément obligé d'avoir un nom, un prénom. Quelque chose qui se rapporte à quelqu'un qui est identifiable, c'est déjà une donnée à caractère personnel. De la même façon, un traitement, c'est très large, c'est tout ensemble d'opérations ou toute opération qui a trait à ces données. Donc, de la collecte à la destruction. Ne serait-ce que déplacer une donnée, c'est déjà un traitement. Le responsable de traitement, ce point-là, il est très intéressant pour nous aujourd'hui parce que dans le cadre d'un site Internet, on a souvent du mal à savoir qui est responsable. Est-ce que c'est l'éditeur? Est-ce que c'est l'hébergeur? Qui est-ce qui est responsable? Donc, pour avoir la réponse à cette question, il faut se demander qui est-ce qui détermine les finalités et les moyens du traitement? Qui est-ce qui va décider ce qu'on fait et comment on le fait? Ensuite, le sous-traitant, eh ben, justement, c'est la personne qui va travailler pour le compte du responsable de traitement. Donc, si on poursuit la réflexion qu'on a eue, le sous-traitant va avoir moins de responsabilités et va prendre moins de décisions. Le consentement, je reviendrai dessus parce qu'on fera un petit point sur les cookies, parce que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup quand on parle de site Internet et de RGPD. Il faut seulement se rappeler que le consentement, c'est vraiment très précis dans le cadre du RGPD et c'est encadré par des incontournables. Donc, il faut que la manifestation de la volonté soit libre, spécifique, éclairée et univoque. Et on y reviendra pour voir ce que ça veut dire de façon concrète. Ensuite, la base légale. Pour enchaîner sur l'histoire du consentement, on entend souvent, quand on parle de site Internet et de RGPD, qu'il faut demander le consentement. Alors, c'est vrai, on peut faire reposer notre traitement de données sur le fondement légal qu'est le consentement. Mais n'oublions pas qu'il en existe 6 et que le consentement n'est que l'un d'entre eux. Donc, on n'est pas forcément toujours obligé de demander le consentement. La finalité, le cookie, la CNIL, je vous laisse regarder, c'est quand même assez logique. Donc, quand je crée mon site Internet, au moment où je veux me lancer dans un projet, il faut quand même que je me pose quelques questions parce que ces questions derrière vont me permettre de prendre les bonnes décisions en termes d'outils. Donc, quels sont mes objectifs? À quoi va servir mon site? À qui est-ce qu'il s'adresse? Alors, par exemple, identifier la cible, pour nous, ça va être intéressant parce que si je crée un site Internet qui est dédié à des enfants, je ne vais pas pouvoir faire les mêmes choses que si je m'adresse à des adultes parce que là, ma cible, ce seront des personnes vulnérables. Donc, très important de savoir à qui est-ce que je cherche à parler, à qui est-ce que je m'adresse. Ensuite, quels outils je vais utiliser? Si on a la chance de se poser ces questions-là avant d'avoir créé son site, ça nous fait souvent gagner beaucoup de temps. Ensuite, la sécurité des données que j'ai enregistrées. Où est-ce que j'héberge mes données? Qui est-ce qui les héberge? Comment sont gérés les transferts quand mes données sont hébergées hors de l'Union européenne? Je pense que surtout sur cette question de comment est-ce que je gère le fait de travailler avec des partenaires qui hébergent les données aux États-Unis, c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler et pour lesquels on a souvent plus de questions que de réponses. Mais la solution, ça ne va pas être d'omettre le problème et de faire comme s'il n'existait pas. C'est vraiment un problème qui, j'en ai bien conscience,
pose beaucoup de questions pour beaucoup de porteurs de projets, pour beaucoup de propriétaires de sites Internet, mais c'est vraiment très important de se la poser et d'essayer de trouver des solutions à son niveau. Et ensuite, identifier les traitements de données personnelles. Donc, qu'est-ce que je collecte? Qu'est-ce que mon site collecte? Qu'est-ce que je possède sur les gens? Donc, ces questions-là, vous allez vous en apercevoir, c'est à peu près les thèmes autour desquels on va naviguer aujourd'hui, en essayant de mettre des choses concrètes et des méthodes concrètes pour pouvoir se dire en conformité avec le RGPD. Donc, concrètement, on va commencer par des mesures générales pour un responsable de traitement. Donc là, on va s'éloigner un petit peu du sujet précis des sites Internet, mais c'est parce qu'en tant que responsable de traitement, il y a des choses qui sont absolument incontournables. Et ensuite, on reviendra un petit peu plus dans le cœur de notre sujet avec les sites e-commerce. Donc, comment je fais pour informer mes utilisateurs et comment est-ce que je les protège? Donc, dans les mesures générales, on va commencer par présenter le cycle de vie d'une donnée. On ne peut pas vouloir se mettre en conformité avec le RGPD si on n'a pas une vision globale. Comme on l'a présenté, le traitement de données, ça va de la collecte jusqu'à la destruction. Et il faut impérativement avoir une démarche qui va prendre en compte chacune de ces étapes. Donc, chaque collecte doit être précédée de mentions d'information et doit correspondre à une finalité légitime et identifiée. Ce qui signifie que même sur mon site Internet, je ne peux pas collecter de données au cas où. Je ne peux pas récupérer des données sur les gens pour le jour où j'en aurais peut-être éventuellement besoin. Toutes mes actions doivent être justifiées par quelque chose de légitime et pour lesquelles les gens sont au courant. Et donc, puisque j'ai déterminé pourquoi je collectais, je dois aussi m'assurer que ce que je collecte, je l'utilise vraiment pour ce que j'ai annoncé. Donc, si je dis que je récupère une adresse email pour une newsletter, je ne récupère pas cette adresse email pour la communiquer à mes partenaires. Donc, à qui est-ce que je communique ces informations? Comment je les partage? Est-ce que le partage est sécurisé? Est-ce que je suis certaine des pratiques des personnes avec qui je partage? Et est-ce que les personnes fichées sont au courant des partages que je fais? Comment j'archive mes données? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que c'est en Europe, comme on l'a vu? Et puis, in fine, comment est-ce que je détruis? Alors, je vais devoir annoncer des dates, des durées de conservation. Est-ce que je respecte réellement mes durées de conservation? Donc, vous voyez, c'est vraiment finalement tout le système d'information et toutes les données à caractère personnel qui vont être concernées par le RGPD. Et notre site Internet, on va s'en rendre compte petit à petit, collecte parfois plus de données que ce dont on en a conscience. Donc, c'est vraiment très important de penser la conformité RGPD comme un tout qui va nous impacter dans tous les différents domaines de travail de notre activité. Ensuite, quand on parle de RGPD, on parle de données à caractère personnel. Comme on l'a vu, l'objectif, c'est de se protéger. C'est de protéger la vie privée des personnes au profit de qui on travaille et avec qui on travaille. Donc, quand on parle de protéger la vie privée, de façon très concrète, on parle de 3 choses en particulier. S'assurer que les données que je collecte sont bien confidentielles. Donc ça, je pense qu'on y pense tous en premier. Quand on se dit « je veux protéger la vie privée, je veux protéger une donnée », on se dit « il faut que seulement les personnes qui sont autorisées puissent accéder aux données ». Donc ça, c'est très important. C'est le premier point, c'est celui qu'on a en tête, mais ce n'est pas le seul. Il faut également que mes données soient disponibles. Donc elles n'ont pas été effacées, elles n'ont pas été déplacées. J'y ai accès dans les conditions que j'ai prévues quand je l'ai prévu. Donc, par exemple, avoir perdu ou avoir effacé malencontreusement une donnée sur quelqu'un, on est déjà dans une violation de données à caractère personnel. Et ensuite, il faut que mes données soient intègres et qu'elles n'aient pas été affectées par un incident technique ou par une personne malveillante. Donc, protéger la vie privée, c'est vraiment ces 3 choses. S'assurer de la confidentialité, de la disponibilité et de l'intégrité de mes données. Donc, si un seul de ces 3, de ce panel de 3 préoccupations est manquant, dans ce cas, on ne peut plus se dire qu'on est dans une démarche de conformité. Et finalement, ma relation avec mes sous-traitants. Dans le cadre du site Internet, la première chose, ça va être de recenser. Parce qu'on se rend compte que souvent, petit à petit, on agrège des partenaires, on rajoute des options, on rajoute des applications, et puis on se retrouve avec un ensemble de partenaires et de sous-traitants que l'on ne maîtrise pas forcément vraiment. Donc déjà, recenser avec qui je travaille. Et
ces différentes sociétés, qu'est-ce qu'elles me fournissent comme service, qu'est-ce qu'elles font pour moi, quelle est la fonction de chacun. Alors, d'un point de vue économique, c'est déjà très utile parce que ça peut aussi nous permettre de rationaliser et de voir des redondances. Et d'un point de vue sécurité, c'est très, très important parce que c'est vraiment une condition incontournable pour maîtriser son système d'information et maîtriser le cycle de vie de la donnée. Ensuite, ces différentes sociétés, est-ce qu'elles ont accès à des données à caractère personnel? Ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Il y a des sociétés qui n'auront pas accès à des données à caractère personnel. Donc, dans ce cas, ce ne seront pas des sous-traitants avec lesquels on va continuer, on va être préoccupé en termes de conformité RGPD. Pour ceux qui traiteront des données à caractère personnel, donc à quoi est-ce qu'ils ont accès et sur quelle garantie de confidentialité est basée notre relation? Donc, est-ce que ces sous-traitants ont des politiques de confidentialité? Est-ce qu'on a des clauses contractuelles qui nous permettent d'assurer une certaine sécurité? Donc, vraiment évaluer la relation et vérifier que les garanties qui ont été mises en place sont suffisantes. Si ce n'est pas suffisant, la vraie question, c'est comment on fait. Donc, en fonction de la relation contractuelle qu'on a et en fonction du rapport de force, il y a des choses qui vont être plus faciles à faire évoluer que d'autres. Donc, idéalement, on fait évoluer la relation avec quelque chose de satisfaisant en sachant qu'aujourd'hui, l'impératif de conformité RGPD concerne tout le monde. Donc, beaucoup de sociétés sont déjà vraiment sensibilisées sur le sujet. Et sinon, est-ce que c'est pertinent de changer de prestataire si je me rends compte que la personne avec laquelle je travaille n'a pas les moyens ou pas la volonté de se mettre en conformité? Il faut vraiment être conscient du fait qu'en tant que responsable de traitement, vous êtes responsable de vos sous-traitants. On est responsable des personnes avec qui on décide de travailler. Donc, on ne peut pas se décharger de la responsabilité des erreurs de ses sous-traitants. D'où le fait qu'il faut être particulièrement vigilant sur les personnes avec qui on décide de travailler. Donc voilà, c'était un petit peu les informations globales qui concernent finalement toute personne aujourd'hui qui travaille et qui souhaite être conforme au RGPD. Donc c'est bien plus large que l'idée seulement du site internet. On va être un petit peu plus concret avec des choses à mettre en place de façon pratique sur le site. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas tout voir parce que forcément, il y a beaucoup de choses. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans des considérations techniques compliquées. C'est vraiment d'essayer de recouvrir les sujets qui concernent absolument tout le monde et qui sont vraiment visibles de l'extérieur en plus. Parce qu'il faut être quand même conscient qu'aujourd'hui, on est tous de plus en plus informés sur ce qui est obligatoire de faire, sur le RGPD, et puis on voit aussi comment font les autres. Donc, il faut vraiment avoir conscience que toute personne qui va sur un site internet a un œil un peu plus aiguisé qu'il l'était il y a quelques années, et que donc nécessairement, il y a des choses qu'on montre à voir sur lesquelles on veut vraiment être sûr d'avoir compris les tenants et les aboutissants. Tout d'abord, les fameuses mentions CNIL, pour ceux qui sont en France. Alors, je sais que tout le monde n'est pas nécessairement en France, mais pour ceux qui sont en France, donc les mentions CNIL pour un formulaire de recueil de données. Donc, quand je veux collecter des données personnelles, il y a des choses que pour lesquelles je dois impérativement informer la personne fichée. Donc, tout d'abord, qui je suis, l'identité et les coordonnées du responsable de traitement. Ensuite, la finalité du traitement. Donc, on l'a vu tout à l'heure, je collecte pour une raison, donc j'explique. J'explique pourquoi je collecte, pour une newsletter, pour un fichier client. La base légale, donc on l'a dit, il y a le consentement, mais il n'y a pas que le consentement, ça peut être mon intérêt légitime, ça peut être le contrat, on a 6 bases légales en tout. Ensuite, le droit des personnes fichées. En fonction de la base légale que j'ai choisie, je vais indiquer aux personnes quels sont leurs droits. Donc, quand on parle de droit, je pense que ça fait écho à tout le monde. On va parler du droit à l'effacement, du droit d'opposition, du droit de limitation, du droit de portabilité. Donc, ces droits-là qui ont été consacrés par le RGPD, ou plutôt reconsacrés, parce qu'en France, la plupart de ces droits existaient déjà dans la loi informatique et liberté, donc ce n'est pas une nouveauté. Et la plupart des acteurs savent déjà tout à fait gérer ces droits-là. Donc, il y en a 3 qui ont été consacrés, d'autres qui ont été reconsacrés. Et donc, important d'informer les personnes quels sont leurs droits et de les informer également qu'elles ont le droit de se plaindre auprès de la CNIL si elles estiment que nous avons mal fait notre travail dans le fait de gérer leurs données. Et finalement, si j'ai un DPO, donner ses coordonnées pour que la personne puisse directement prendre contact avec lui pour toute question, réclamation. Donc, vous vous rendez compte que c'est beaucoup d'informations et que finalement, je pense que si vous surfez un petit peu aujourd'hui sur Internet, les mentions d'information ne sont pas à jour chez tout le monde.
Alors, on me dit souvent, oui, mais ça fait quand même vraiment beaucoup de lignes. Pour un simple petit formulaire, ça fait beaucoup de choses à noter. C'est pas très friendly pour les clients. C'est visuellement, ça fait un peu peur. Alors oui, mais c'est la loi. Effectivement, c'est pas forcément agréable, mais c'est la loi. Et puis, il faut aussi se mettre à la place de nos utilisateurs. C'est quand même intéressant de savoir pourquoi la personne me demande des informations et de savoir qu'elle maîtrise ce qu'elle fait et que mes informations vont être utilisées dans le but qui m'a été présenté. Donc, pour recueillir ces informations, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que tout ce que je recueille, je dois le sécuriser. Donc, le moins je recueille, le moins j'ai besoin de sécuriser. Donc, c'est vraiment très important d'avoir en tête l'objectif de minimisation. Je ne récolte que ce dont j'ai besoin. Donc, par exemple, si je veux faire une newsletter, encore une fois, j'ai besoin d'un prénom, d'un nom, d'une adresse email. Je n'ai pas nécessairement besoin d'une adresse postale. Enfin, je n'ai pas besoin d'une adresse postale. Je n'ai pas besoin d'un numéro de téléphone. Donc, ces choses-là, si je n'en ai pas besoin, je ne les recueille pas. Et si je dois recueillir le consentement, dans ce cas, il faut que je m'assure que le consentement soit recueilli d'une façon légale. Donc, pour cette question du consentement, on reviendra dessus un petit peu plus tard. On verra un exemple concret avec les cookies de comment est-ce que je recueille valablement un consentement. Et bien entendu, intégrer les fameuses mentions CNIL qu'on vient de présenter. Ensuite, la politique de confidentialité, elle n'est pas obligatoire pour tout le monde n'en a pas. C'est intéressant pour un site e-commerce et à mon sens presque incontournable parce que ça permet vraiment aux clients d'être rassurés et de comprendre ce que vous faites. La particularité du site e-commerce, c'est qu'on se retrouve à collecter des données qui sont sensibles et sur lesquelles les personnes expriment plus de peur et d'angoisse. On est tous plus intéressés par nos données bancaires que par d'autres données. Donc, elle est vraiment très utile parce que ça permet d'une part, en interne, de mettre au clair tous nos process et puis de pouvoir les présenter à un œil extérieur. Donc, ce document, il peut être assez fastidieux à rédiger. Souvent, on fait appel à des professionnels ou alors on va chercher un modèle de politique de confidentialité en ligne. Dans un cas comme dans l'autre, je vous ai mis une liste de questions à se poser qui vous permettront d'avoir un œil critique sur le travail qui vous est présenté. Donc, si vous récupérez une politique de confidentialité quelque part ou qu'on vous la rédige, vérifiez bien que vous avez la réponse à ces questions-là dans votre politique de confidentialité. Donc, qui est le responsable de traitement? Pour quelle finalité est-ce que je collecte les données? Quand et comment je collecte? À qui je les donne? À qui est destinée la politique de confidentialité? Sur quelle base légale? Combien de temps est-ce que je conserve? Les droits des personnes, les transferts hors Europe et les mesures de sécurité. Donc, ça, c'est le point qu'on n'a pas encore vu, mais vraiment, cette politique de confidentialité doit aussi, pas forcément de façon exhaustive, mais présenter quelle est votre démarche dans la sécurité. Donc, vous voyez, on retourne toujours autour des mêmes thèmes et des mêmes questions qu'on s'est posées en amont et auxquelles c'est vraiment important d'avoir une réponse parce que c'est toujours ce qui va se reposer et c'est là-dessus que va se construire tout le château de cartes qu'on va mettre en place sur la conformité et la sécurité. Alors, finalement, les cookies. Les cookies, on en parle beaucoup, et puis on les voit tous beaucoup parce qu'on voit des bandeaux cookies tout le temps quand on clique sur un site internet. Donc c'est vrai qu'on a tendance à avoir un gros focus dessus. C'est aussi pour ça que je les présente, je prends un petit peu de temps pour les présenter, mais que je ne les présente pas en premier, parce qu'il ne faut pas penser que c'est le sujet principal, que c'est le sujet le plus important. C'est effectivement un sujet d'insécurité pour beaucoup de gens parce que c'est pas maîtrisé. Mais pour autant, la conformité RGPD ne veut pas dire avoir un bandeau cookie à jour, même si ça en fait partie. Donc finalement, sur les cookies, s'il n'y avait qu'une seule slide à retenir ou qu'une seule chose à garder, ce serait vraiment celle-ci. Est-ce que vous savez déjà quel cookie vous utilisez? Recenser ce qu'on utilise et faire le tri. Encore une fois, veillez à ne conserver que ce qui m'est utile. Ensuite, donc déjà, premier point, on dit bien veiller à conserver que ce qui m'est utile et pas tout supprimer. Parce que les cookies, ça peut être aussi, et j'en ai bien conscience, un outil très utile pour les propriétaires de sites internet. Ensuite, avoir une bannière d'information cookies aux normes. On les présentera un petit peu plus tard. S'assurer que la bannière est bien synchronisée avec les choix de l'utilisateur. Donc, si l'utilisateur dit « je refuse tous les cookies », s'assurer que lors de sa navigation, il n'aura pas de cookies. Et surveiller la conformité du site grâce à des outils tels que Cookiebot. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel qui est recommandé par la CNIL,
et qui vous permet chaque mois d'avoir une revue de votre site, de savoir s'il est bien conforme. Voilà. Donc, c'est assez utile parce que ça permet de se décharger d'une part du travail et de savoir que le site est surveillé. Et ensuite, rester informé des évolutions de la législation. Sur ce point, il y a encore des évolutions qui pourraient être à venir. Donc, c'est important de garder quand même une oreille pour savoir ce qui se passe dans ce domaine-là et veiller à rester en conformité. Donc, pour l'utilisation des cookies, comme on le sait tous, il faut recueillir le consentement. Donc, dans un premier temps, il faut pouvoir donner une information concise sur la finalité des cookies. Ensuite, il faut que l'utilisateur puisse discriminer. Il faut qu'il puisse dire ce qu'il choisit comme cookie. Est-ce qu'il veut les cookies de fonctionnement? Enfin voilà, chacun, je pense que là-dessus, on est tous très au clair parce qu'on fait plusieurs fois par jour. Et il est très important de pouvoir choisir équitablement. Donc, ça doit être aussi simple pour votre utilisateur de choisir de tout refuser que de tout accepter. Donc, on est bien d'accord, ce n'est pas encore au point chez tout le monde, mais de la même façon que les mentions, c'est obligatoire. Ce n'est pas une question de choix ou de goût, c'est obligatoire. Il faut que l'utilisateur puisse tout refuser et tout accepter de façon aussi simple. Et d'ailleurs, c'est un très bon critère pour savoir si votre bandeau de cookies est à jour. C'est est-ce que le choix équitable est disponible. Ensuite, il faut qu'à tout moment de la navigation, le visiteur puisse changer d'avis et qu'il s'engage clairement, donc qu'il consente clairement, ce qui veut dire qu'une case précochée, ce n'est pas possible. Il faut que l'utilisateur pose un acte positif, clair et univoque pour dire « je suis d'accord pour les cookies, j'accepte » ou « je refuse » ou « je paramètre ». Ensuite, une bannière d'information aux normes. Donc là, je vous ai mis tout simplement la bannière de la CNIL qui permet de montrer à quel doit être ce qu'on vise. Donc, on voit bien la discrimination, on voit bien le fait de personnaliser, donc discriminer, et de pouvoir tout refuser, tout accepter avec une réelle information pour que l'utilisateur soit en mesure de prendre la décision qui lui convient sur la base de données qui sont complètes, mais qui sont relativement concises et qui sont accessibles. L'objectif, c'est absolument pas de noyer la personne dans un jargon technique qui ne sera pas à sa portée. Donc, j'espère que c'était relativement clair pour les cookies. On a fait à peu près le tour de ce point très pratique. Pour être honnête sur ce sujet-là, c'est vraiment très important de se renseigner sur le site de la CNIL et de lire sur cette source-là, parce que beaucoup de choses circulent sur Internet et tout n'est pas utile et tout n'est pas correct. Donc, ça ne sert à rien d'aller plus loin que ce qu'on nous demande et de se priver d'outils de travail, parce que ça, ce n'est pas réaliste sur le long terme. En revanche, il faut être très au clair sur ce qui est de l'ordre de l'obligation légale. Donc, je continue avec quelques mesures de protection. Donc, on va commencer par des mesures de sécurité génériques, puis on se concentrera un petit peu sur la question du paiement en ligne. Donc, quelques procédures de sécurité générale. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est exhaustif et c'est vraiment des mesures de sécurité de premier niveau, au sens où ces mesures de sécurité-là, ça ne voudra pas dire que le site Internet, surtout un site e-commerce, est parfaitement sécure. En revanche, si vous vous rendez compte que dans ces mesures-là, il y a des choses que vous n'avez pas encore mis en place, dans ce cas, c'est une vulnérabilité qui est assez préoccupante. Donc, j'ai vraiment essayé de recenser les incontournables quand on met en place le site et les incontournables pour lesquels il faut demander des comptes si vous n'êtes pas celui qui a mis en place le site, que vous avez seulement commandé un site auprès d'un webmaster ou d'un graphiste, parce que c'est vrai que j'ai eu ce genre d'exemple où, par exemple, des graphistes réalisaient des sites Internet et donc la partie sécurité était un petit peu mise de côté. Donc, l'administration du site doit impérativement se faire via des protocoles sécurisés après une authentification sûre qui est réservée aux personnes désignées. Les protocoles et les outils de sécurité, donc je pense qu'en tant que navigateur, le protocole HTTPS, on sait tous que c'est un incontournable. Donc, en tant qu'éditeur de site, naturellement, on ne peut pas s'en priver. Les mises à jour, garder à jour les applicatifs à tout moment. Les mots de passe, imposer aux utilisateurs et aux équipes le recours à des mots de passe robustes et puis faire de la veille et de la surveillance. Surveiller votre site pour voir ce qui se passe dessus. Donc, l'interface d'administration et le site également. Donc, vous voyez, c'est vraiment de la base de la sécurité. C'est vraiment les incontournables. Et si quelque chose venait à manquer sur votre site, sur ces choses-là,
c'est une vulnérabilité qui est grave parce qu'elle est simple et qu'elle est visible de l'extérieur pour certaines choses. Donc ça, ce sont vraiment des procédures de sécurité générale. Alors là, on les voit dans le cadre d'un site internet, mais il faut aussi les avoir en tête dans le cadre de notre navigation de tous les jours. Alors, en ce qui concerne la sécurité, je ne l'ai pas précisé, mais quand on parle de conformité RGPD, on parle de protection de la vie privée et donc on parle de sécurité des données à caractère personnel. Donc, on serait tenté d'avoir envie de recevoir un cahier des charges en nous disant un site internet conforme, il doit présenter telle chose, telle chose, telle chose. Alors, on n'a pas. À l'article 32 du RGPD, on nous dit que nous devons mettre en place toutes les mesures techniques et organisationnelles. Donc, technique, on voit bien ce que c'est. Organisationnel, ça veut dire que, encore une fois, ça va au-delà de seulement le site internet et sa partie technique. C'est vraiment aussi la sensibilisation de nos équipes derrière l'écran, et particulièrement pour un site e-commerce. Il y a bien entendu la partie site internet et technique, mais il y a aussi toutes les équipes derrière. Comment est-ce qu'elles gèrent les fichiers clients, comment elles sont gérées les archives et la facturation, quel système de paiement on a choisi, quelles sont nos conditions générales de vente, comment est organisée la relation marchande. Donc, malheureusement, pour la conformité au RGPD, on n'a pas une checklist avec des choses à respecter qui peuvent nous sécuriser en nous disant c'est bon, vous êtes conforme parce que vous avez fait telle chose, telle chose, telle chose. C'est vraiment aussi une des nouveautés du RGPD, c'est qu'on est dans cette nouvelle ère où on est responsable. On doit pouvoir, on a beaucoup de liberté pour mettre en place beaucoup de choses. En revanche, il faut pouvoir prouver à tout moment qu'on a mis en place en amont la sécurité technique et organisationnelle qui permet aux données d'être vraiment sécures. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut connaître précisément son activité pour pouvoir mettre en place ce qui est valable pour nous. On ne peut pas se contenter d'aller sur Internet ou de suivre une présentation comme aujourd'hui en se disant « bon, j'ai une checklist, il faut que je fasse telle chose, telle chose, telle chose », raison pour laquelle on ne va pas aller plus avant vers des mesures techniques parce que malheureusement, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de liste qui existe avec les recommandations techniques. Alors, ceci étant dit, sur le site de l'ANSSI, il y a quand même beaucoup de choses techniques et très pratiques. Et puis, il y a également des référentiels, des normes ISO sur lesquels on peut s'appuyer et qui nous donnent des choses très concrètes à faire et à mettre en place pour les systèmes de management de la sécurité et de l'information et pour les sites Internet. Donc, il y a quand même effectivement des référentiels sur lesquels il faut et on peut s'appuyer. Mais pour autant, gardez bien en tête que ce qui fera votre conformité, c'est le fait que vous connaissez votre activité, que vous connaissez les risques face auxquels vous travaillez et que vous les avez anticipés et adressés. Donc, sur un site marchand, bien entendu, une vigilance accrue parce qu'on est obligé de récolter plus de données que sur un site classique et plus de données sensibles. La particularité des données bancaires, alors elles ne sont pas sensibles au terme de l'article 9 du RGPD comme on peut penser données sensibles quand on parle de conformité. En revanche, leur sensibilité vient du fait que tous autant qu'on est, on est beaucoup plus susceptible d'aller au contentieux pour une fuite de données bancaires que pour beaucoup d'autres fuites. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on fait une bêtise avec les données financières et les données bancaires de quelqu'un, il faut s'attendre à une réponse qui sera beaucoup plus forte que pour presque tous les autres types de données. D'où le fait que pour nous, ainsi que pour la personne, ce sont vraiment des données qu'il faut traiter avec la plus grande des vigilances. Donc, on l'a vu, le propriétaire du site est responsable des partenaires et sous-traitants avec lesquels il décide de travailler. Donc, naturellement, tous les acteurs et dans le cadre du paiement également, à qui est-ce que j'ai décidé de confier cette tâche clé dans mon processus. J'ajoute quand même, là on n'est plus dans notre cœur de sujet, mais que pour la construction d'un site e-commerce, c'est très important de s'entourer de juristes et de personnes dont c'est le métier, parce qu'il y a plusieurs référentiels légaux avec lesquels il faut être en conformité. Donc là, nous, on parle du RGPD, mais il faut aussi bien avoir en tête tout ce qui encadre la relation marchande. Donc, s'assurer, par exemple, que toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la transaction sont sur le site. Le prix, les frais, les délais de livraison, les conditions générales de vente, etc. Donc ça, ce n'est pas des choses qu'on se voit imposer par le RGPD. En revanche, c'est des choses qui nous mettent dans une situation compliquée si on ne les a pas mises en place. Donc, il y a plusieurs référentiels comme ça qu'il faut avoir en tête. De la même façon, si je mets en place un fichier client et prospect, il faut que je connaisse toutes les règles qui sont applicables à la prospection et tout n'est pas dans le RGPD.
Donc, c'est vraiment très important, surtout quand je travaille en B2B, en B2C, pardon, que je m'adresse à des personnes physiques. C'est vraiment très important d'avoir aussi en tête ce recueil-là de règles applicables à la prospection. Donc, si on fait un focus sur le paiement en ligne, la première chose que je veux dire, c'est n'hésitez pas à externaliser si vous n'avez pas les compétences en interne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui existent, elles ne se valent pas toutes. En revanche, pouvoir externaliser le paiement, c'est souvent pour les PME, TPE, une solution pour se sécuriser. Donc, je sais que l'externalisation pose de vraies questions quand on parle de sécurité. En revanche, sur un process comme celui du paiement en ligne, c'est très important de ne pas hésiter, à mon sens, de faire appel à des prestataires si on se rend compte qu'on n'a pas les moyens en interne de pouvoir se créer un outil qui nous sécurise vraiment. Donc, sur ce sujet-là, la CNIL a publié un livre blanc assez récemment qui est très complet, très intéressant et qui permet de vraiment cerner les enjeux aujourd'hui de toute la question du paiement en ligne. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous êtes en train de penser à créer un site e-commerce, une marketplace, etc., n'hésitez pas à aller en prendre connaissance parce que ça permet d'avoir vraiment une vision de la menace, des risques, des enjeux et des solutions. Et donc, dans tout le cadre de cette recherche, la CNIL nous dit aussi qu'elle va se diriger vers l'élaboration d'un code de conduite. Et lorsque ce code de conduite sera là, ce sera beaucoup plus simple parce qu'il nous suffira de choisir les prestataires qui ont décidé de se conformer à ce code de conduite. Donc, ce sera beaucoup plus clair pour avoir une vision du panorama des différents prestataires et pour pouvoir faire nos choix sur la base d'un référentiel qui est contrôlé et imposé par la CNIL. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc, 3 critères que je mets en avant sur comment choisir les outils, parce qu'il en existe beaucoup. Donc, ça va être la fiabilité. Bien entendu, lorsqu'on parle de paiement en ligne, c'est la première chose. Est-ce que c'est un outil fiable qui a été éprouvé tant par le nombre de personnes que par le temps de vie qu'il a, que par potentiellement les crises qu'il a pu ou pas traverser. Donc, très important d'essayer d'estimer la fiabilité de l'outil. La rapidité sur les transactions. Donc, en termes de paiement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. On veut prendre un outil qui soit performant et qui soit rapide. Et ensuite, la minimisation. Donc, on soit très clair, en France, aujourd'hui, on considère que pour un paiement en ligne, on a seulement besoin du numéro de la carte de paiement, de la date d'expiration et du cryptogramme. C'est les seules données dont on a besoin pour effectuer une transaction de paiement en ligne. Donc, s'assurer que l'outil avec lequel on travaille respecte l'exigence de la CNIL sur ce sujet-là. Donc, je précise quand même ce que je dis. Dans le cadre d'une transaction en ligne, si j'achète quelque chose, je vais avoir besoin d'une adresse de livraison, etc., etc. Donc, c'est vraiment, là, je parle du paiement en ligne. C'est au moment de l'opération de paiement, les 3 seules données à caractère personnel dont j'ai besoin sont ces 3 données-là. Donc, faire bien la différence entre la transaction complète. Bien entendu, j'ai besoin de savoir à qui je vais envoyer mon colis, qui est-ce qui est derrière la commande, où est-ce qu'il habite, si c'est un colis à délivrer ou quelle est son adresse mail, et le moment du paiement. Donc, la fiabilité, la rapidité et la minimisation des données que va collecter mon outil, ça peut être le faisceau d'indices qui va nous permettre de choisir la personne avec laquelle on veut travailler, le prestataire avec lequel on veut travailler. Et j'ai bien entendu, et j'ai bien entendu en tête, et je ne l'ai pas noté, que le 4e critère, ça va souvent être le budget. Mais j'encourage vraiment à ne pas mettre le budget en premier parce que ça peut nous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent de mettre la sécurité en premier, donc avec ces 3 critères-là. Donc, pour terminer, un petit résumé de tout ce qu'on a pu se dire dans le cadre de la construction de la conformité RGPD de mon site e-commerce. Il y a des points de contrôle qui sont très simples. Donc, est-ce que j'ai mis en place pour protéger mes utilisateurs des procédures de sécurité de base et celles qui sont adaptées à mon activité, à mon site, à ma cible particulière? Est-ce que j'ai bien choisi mes sous-traitants? Est-ce que je recueille mes données d'une façon qui est conforme? Et est-ce que je maîtrise mon cycle de vie de la donnée du moment où je collecte jusqu'au moment où je supprime? Est-ce que j'ai informé valablement les utilisateurs? Est-ce que j'ai documenté? Donc, ce point-là, je ne suis pas allée trop dans le détail parce que malheureusement, on n'a pas le temps de tout voir. Mais je voulais quand même le dire, le registre des traitements, la collecte sur un site Internet a sa part dans le registre des traitements de la structure. Parce que c'est une collecte, c'est un traitement.
Donc, il faut le mettre dans son registre des traitements, il faut documenter. Parce qu'on l'a dit, on est aujourd'hui dans l'ère de la responsabilisation et votre registre, c'est ce qui va pouvoir prouver que vous êtes conforme, en partie. Votre documentation, c'est ce qui va pouvoir prouver que vous êtes conforme. De la même façon, si j'ai besoin de réaliser une analyse d'impact, il faut que je l'ai réalisé. Donc, si ce terme ne vous parle pas, on n'a pas trop le temps de rentrer dans le détail aujourd'hui, mais n'hésitez pas à aller regarder ce que c'est. Et est-ce que j'ai bien mon dossier conformité qui est à jour? Parce que, encore une fois, tout ce qu'on a dit précédemment, il faut que ce soit documenté pour qu'en cas de contrôle, en cas de crise, vous ayez quelque chose pour montrer que vous vous étiez effectivement posé toutes ces questions et que vous aviez bien mis en place tout ce qu'il fallait pour être conforme. Et ensuite, toujours avoir la volonté de renforcer sa conformité, de veiller techniquement et juridiquement, parce que je pense que, bon, surtout en ce moment, dans le cas de la grosse vulnérabilité qui a été découverte il n'y a pas longtemps, on le sait, il faut se tenir à jour de ce qui se passe avec les outils qu'on utilise, de ce qui se passe juridiquement, est-ce qu'il y a de nouveaux textes, est-ce qu'il y a de nouvelles choses. Donc, vraiment rester éveillé sur ce qui se passe un petit peu dans toute cette sphère de la sécurité informatique, de la cyber. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi intéressant d'avoir des événements comme aujourd'hui, parce que ça nous donne aussi en peu de temps une vision globale sur tout un tas de choses qu'on n'a pas forcément le temps de chercher nous-mêmes. On ne peut pas être expert de tous les sujets, loin s'en faut. Mais donc vraiment avoir la volonté de renforcer en permanence notre conformité et notre sécurité. Donc je pense que j'ai réussi à faire le tour à peu près dans les temps. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette belle présentation. Oui, alors il y a Océane je crois qu'il y avait une autre personne aussi qui avait posé une question au-dessus. Est-ce que faut-il obligatoirement faire appel à un prestataire CMP? Sinon, y a-t-il des outils qui peuvent nous aider? Obligatoirement, non. Je pense que je pense que non, il ne faut pas obligatoirement faire appel. Ce qui est très important en termes de conformité, en termes de sécurité, finalement, c'est d'être très au clair sur ses compétences. Qu'est-ce que je peux garder en interne? Qu'est-ce que je peux faire moi-même? Et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Donc, ne pas hésiter à externaliser sur ce que je ne peux pas faire. Mais je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans des obligations qui ne sont pas des obligations légales. Donc, vraiment garder toutes les options ouvertes. Garder toutes les options ouvertes et puis voilà, faire de la veille pour savoir quels sont les outils qui correspondent le mieux à mon activité, de quoi est-ce que j'ai besoin, quelles sont mes priorités. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Recommander des outils, je me refuse toujours à le faire parce qu'on se rend compte que les entreprises ont vraiment des besoins qui sont très, très, très différents en termes de back-office. Donc, même sur deux personnes qui ont un site e-commerce qui, de l'extérieur, peut donner l'impression qu'on est sur la même architecture, en termes de back-office et de travail et de process interne, on va être sur des choses différentes et donc qui, du coup, donneront des outils différents. Et un outil qui est parfait pour quelqu'un peut faire perdre beaucoup de temps à quelqu'un d'autre. Ok, merci. Il y avait et pas mal de remarques de beaucoup de participants par rapport au cookie wall, les fameux cookie wall qu'on retrouve sur pas mal de sites internet. Quel est ton avis, toi? On sait pour l'instant, il n'y a pas d'avis tranché de la part de la CNIL, mais, mais toi, quel est ton avis sur ces murs de cookies qui nous empêchent en fait d'accéder au service tant qu'on n'a pas accepté ou tant qu'on n'a pas payé? Alors, effectivement, il n'y a pas d'avis tranché de la CNIL. Disons que la question est compliquée parce qu'on a pris l'habitude de ne pas payer en allant sur Internet. On a pris l'habitude que tout soit gratuit, ce qui n'est pas possible pour quelqu'un qui, derrière, fournit un travail. En revanche, la façon dont les cookie walls sont apparus et sont passés en force, à mon sens, on perd l'objectif de la protection de la vie privée telle qu'elle était. Mais pour moi, ça soulève vraiment surtout la question qui est intéressante, qui est la gratuité des services sur Internet. Parce que je crois que c'est vraiment le cœur du sujet. On refuse de payer aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de payer. Et c'est très bien pour tout un tas de choses. D'un autre côté, on ne peut pas à la fois vouloir avoir accès à tout gratuitement et en même temps refuser le système de financement des groupes aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu vouloir le beurre et l'argent du beurre.
Donc, personnellement, je ne vois pas la solution dans les cookie walls. Je pense que ce n'est pas du tout aller dans le sens de l'histoire. Je pense que ce n'est pas du tout aller dans le sens de tout ce qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui en termes de protection de la vie privée. Pour autant, en tant qu'utilisateur, il ne faut pas être naïf sur le fait que lorsqu'on utilise un service qui requiert des dizaines, des centaines de salariés, de la maintenance, de la mise à jour, enfin voilà, tout un tas de coûts qui sont exorbitants, si on veut y avoir accès gratuitement, il y a forcément une contrepartie qu'il va falloir donner. Donc, c'est vrai que la question n'est pas simple et je pense que la réponse ne viendra pas forcément tout de suite parce que l'écosystème autour du commerce, du commerce en ligne, autour du marketing ciblé, toutes ces questions-là, l'écosystème est tellement dense aujourd'hui qu'il n'est pas du tout maîtrisé. Donc, pour pouvoir le maîtriser et le réguler, à mon avis, ça va nous prendre un petit peu de temps. Et puis, pour laisser aussi aux entreprises le temps d'être créatifs sur les solutions de sortie qui peuvent exister, sur quel nouveau business model je peux mettre en place pour essayer d'aller vers quelque chose qui est un petit peu plus, encore une fois, dans le sens de l'histoire, dans le sens de ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est-à-dire nous protéger, lutter contre les menaces et peut-être laisser un petit peu plus de côté cette question de la gratuité. D'accord. Merci beaucoup. Je regarde s'il y avait d'autres questions, mais en tout cas, je propose aussi à tous ceux qui sont dans la salle, s'ils veulent intervenir pour compléter ce qu'a dit Emmanuel, pour ajouter des éléments partie sécurité, il ne faut pas hésiter à lever la main et je vous donne la parole. Comme ça, en plus, ça permet d'être d'être actif. Ah, je vois les réponses. Question d'Océane. J'ai déjà posé la question d'Océane. Ryan. Elle est déjà posée, Ryan. Donc voilà, je vous propose, hein, c'est de pouvoir activer, vous levez la main, je crois, c'est ça, c'est possible. Et on active le micro derrière et on peut activer la vidéo. Et comme ça, on peut échanger. Il nous reste encore quelques minutes, donc on va profiter, parce que c'est quelque chose, c'est clairement une partie importante, hein. On voit partout le développement des sites e-commerce et donc la conformité et la sécurité du site Internet est très, très important. Je vois l'article qui a été partagé Ouais, que j'ai dans le partagé. Ouais. chat. Sur Ouais. non, du coup, pas celui que toi tu as Ah, partagé, d'accord. celui de monsieur ou madame Lenz sur le D'accord. fait que beaucoup de sites sont pas du tout à jour. Et c'est vrai, hein, c'est ce qu'on disait. Effectivement, c'est compliqué aujourd'hui parce que si on regarde ce que font les autres, en fait, souvent on se rend compte que les autres ne font pas bien. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller sur le site de la CNIL pour avoir la bonne parole, parce que copier ce que fait le voisin, aujourd'hui, ça ne marche pas parce que c'est vrai que, alors, je n'ai pas de chiffre en tête, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et en France, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. D'accord. Il y a Mickaël Mougachanir qui souhaite prendre la parole. Est-ce que tu peux juste rapidement te présenter ou est-ce que tu... Voilà, parfait. Merci. Merci. Bon, pour la présentation, je suis Mougachanir Michael. Je suis IT à l'entreprise Tower Business. Je suis ingénieur dans les réseaux et services mobiles. Bon, j'étais juste là pour un peu. Quel pays, Mickaël? Je suis de la nationalité congolaise, mais D'accord. actuellement, je fréquente toutes mes activités dans les Burundi, les pays Burundi, la Ok. capitale des Bujumbura. Enchanté. OK. La question a été posée, c'était concernant les cookies. Oui, c'est bien ça. Quand on étudiait encore un cours de la sécurité réseau, il y a l'un de nos enseignants qui nous avait appris que lorsqu'on demande d'accepter les cookies, la plupart des administrateurs des sites n'ont pas l'intention d'enregistrer juste et stocker les informations de l'utilisateur qui va accéder au site, mais ils ont des intentions là de vouloir aussi toucher et se pénétrer en utilisant leurs identifiants. Disons par exemple, je me suis identifié sur un site e-commerce et que ça me demande que j'y mette mes identifiants de Google. Et là, directement, l'administrateur n'aura pas envie justement donc, le but, c'est uniquement des mauvaises intentions, voir comment est-ce il peut contourner la sécurité de ton compte et qu'on sort. Alors, j'aimerais aussi poser une question au vote.
Dans tout ce que j'ai entendu, je n'ai pas pu écouter ce que vous parlez des cachets. Parce que la plupart des fois, dans la sécurité, il y a les cookies et il y a aussi les cachets. J'aimerais un peu une petite mention, sur moi, il y a une petite mention sur ça, de nous parler un peu sur les cachets. Les cookies, bien sûr, on a bien écouté. Les cachets, alors, c'était ça, ce que j'aimerais un peu parler sur ça. Donc, effectivement, il y a. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris sur la question. Je vais essayer de répondre et puis vous me direz si ça répondait à la question. Donc, à la question, est-ce qu'un propriétaire de site ou un pirate, finalement, parce que je pense que c'est ainsi qu'il faudrait les appeler, peut utiliser les cookies de façon malveillante? La réponse est oui, bien entendu. Justement, alors, nous, on essayait de prendre le sujet de l'autre côté et c'était la question de la finalité. Si j'utilise des cookies, je suis obligée de dire à quel but, dans quel but je les utilise, quelle est ma finalité. Donc, à partir du moment où, de toute façon, ma finalité n'est pas légale, n'est pas légitime ou n'est pas explicite, je ne suis plus dans la légalité. Donc, ce que vous évoquez, effectivement, en termes de vulnérabilité, en termes de menaces, en termes de risques, en tant qu'utilisateur, il faut en être tout à fait conscient. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je déplore souvent le fait qu'aujourd'hui, quand on regarde la législation sur les cookies, on entend plus de plaintes que de reconnaissance. On est tous, c'est quelque chose d'assez courant, en fait, de dire j'en ai marre d'avoir ces bandeaux cookies en permanence, etc. Et c'est intéressant que vous souleviez que oui, à travers les cookies, on peut effectivement mettre en place des actions malveillantes. Et donc, ces actions seront malveillantes parce que la finalité n'est pas légitime, n'est pas légale et qu'elle ne sera pas explicite parce que naturellement, un propriétaire de site ne va pas aller vous expliquer que l'objectif de ce qu'il va installer sur votre terminal, c'est de pouvoir aller espionner votre ordinateur ou récupérer quoi que ce soit. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Mon micro était coupé. Tiens, est-ce que Mickaël, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon? Ok, parfait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres éléments que vous voulez rajouter par rapport au site Internet, par rapport à nouveau, on est là donc, sur du partage, donc il ne faut pas hésiter une seconde. Alors moi, j'ai oui, non, n'hésitez pas. Eh ben, je vais profiter là de… Ah, il y a Chérif qui a posé une question. Parfait. Alors, je vais essayer de te donner, Chérif, la main ou n'hésite pas, Ryan, hein, à faire activer le micro. Tu peux activer ton micro, Chérif. Voilà, bonjour. Vous m'entendez? Ouais, très, très bien. Voilà. Est-ce que, par exemple… Alors, Chérif, toujours pareil, même process. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire où tu es? Oui. On entend les oiseaux derrière. Bonjour. Je suis Chérif Ndiaye, ingénieur téléinformaticien, développeur d'applications web sur des domaines comme le surveillance, etc. Quel pays? Au Sénégal. D'accord. Je suis sénégalais. Voilà. Enchanté. Je voulais demander par rapport au site web, est-ce que par exemple, quand on coche nos cookies au niveau des sites web, est-ce que on voit déjà des mails qu'on nous envoie, mais on ne sait pas, ça vient d'où? Si on note par exemple sur un site nos adresses email, etc., des fois on reçoit automatiquement au niveau de nos mails qu'on a notés là, des envois qui ne sont pas directement liés au site où on a mis nos cookies ou nos informations là. Est-ce que c'est ce site dernier-là qui a vendu nos informations pour qu'on puisse derrière nous envoyer des mails de publicité, etc., mais qui ne correspondent pas forcément au site où on s'est abonné ou au site où on a mis nos informations? Est-ce que logiquement, on peut savoir quel site a vendu peut-être nos informations pour qu'on puisse accéder pour qu'on puisse recevoir ces mails-là? Est-ce qu'il y a des outils qui nous permettent de directement savoir ce mail que j'ai reçu là sur mon mail, ça vient de tel site qui a vendu peut-être mes informations?
Merci Chérif pour votre question. Alors, ce qui se passe très souvent dans ce genre de questions-là, c'est qu'il n'est pas interdit par la loi de vendre un fichier client. C'est pas interdit, mais c'est encadré. Donc, en théorie, pour pouvoir vendre un fichier client, il faut avoir demandé le consentement de la personne. Il faut vendre à quelqu'un dont les activités sont de même nature que la nôtre, donc une vente qui ait du sens. Et il faut prévenir la personne, l'acquéreur du fichier client doit prévenir les personnes sur le fichier de quand est-ce qu'elle a reçu, comment elle a reçu le fichier et de ce qu'elle va faire avec. Donc, on est d'accord, moi, personnellement, je n'ai jamais reçu un tel email me disant « j'ai acheté votre adresse email auprès de telle personne et je compte m'en servir pour telle ou telle chose ». Donc, mais c'est la loi. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'effectivement, dans 95% des cas, la plupart d'entre nous faisons attention à ce que nous faisons en ligne, donc en cochant les bonnes cases et en ayant une façon sécurisée de naviguer. Pour autant, il reste souvent les 5% du temps où on va cocher quelque chose sans vraiment lire. Et souvent, ce quelque chose, ça va justement être ce fameux fichier client qui va pouvoir être vendu encore et qui, pendant des années, va probablement polluer notre boîte mail. Est-ce que c'est possible de savoir d'où viennent ces fuites? Alors, il y a ces fuites-là, et puis après, il y a aussi des fuites massives qui ont malheureusement qui ont malheureusement atteint beaucoup d'entre nous avec les fuites massives de Facebook, par exemple. Bon, bah là, beaucoup de personnes ont reçu des spams à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il est toujours possible de savoir d'où vient la fuite ou alors qui est la personne qui a vendu? Non, ce n'est pas toujours possible. En revanche, ce que moi, personnellement, je conseille, c'est d'utiliser sur Internet pour de la navigation privée ou pour de la navigation sur des sites qui sont moins sérieux que tous les sites dont on a besoin auxquels on a recours pour tout ce qui est administratif, tout ce qui est privé mais sérieux. Donc, avoir une autre adresse email, une adresse email sur laquelle on est tout à fait conscient qu'on recevra beaucoup de mails indésirables, que potentiellement cette adresse email sera plus vulnérable. Et donc, vraiment faire la différence entre naturellement notre boîte mail professionnelle et notre boîte mail privée, mais même au sein de notre boîte mail privée, avoir au moins deux adresses email, une adresse email sérieuse pour les personnes que je connais, pour les services administratifs, pour les choses qui sont précieuses, et puis une adresse email dont je pourrais me servir pour m'inscrire sur Facebook, pour commander quelque chose sur... Enfin voilà, c'est une adresse email qui sera celle avec laquelle je m'inscrirai aux newsletters, celle que j'utiliserai pour les sites sur lesquels j'ai plus de doutes ou qui n'ont pas une importance vitale pour moi. Parce que c'est vrai que sinon, on a du mal on peut avoir du mal à réguler ce qui arrive dans notre boîte mail. Et en termes d'outils pour pouvoir remonter aux propriétaires, en fait, les fuites sont tellement, l'origine des fuites est tellement différente que c'est pas possible de pouvoir de pouvoir cibler un outil qui nous dirait c'est telle personne. En revanche, il faut pas hésiter à reporter, à signaler ces adresses spam. Et il ne faut pas hésiter non plus, si on est sur une entreprise, à renvoyer un email en disant comment avez-vous eu mon contact, ou je souhaite que vous arrêtiez de me contacter, ou se désabonner, enfin voilà. Mais utiliser tous les moyens légaux qu'on a à disposition pour faire en sorte que ça s'arrête, même si c'est vrai que ça donne un petit peu l'impression que c'est la goutte d'eau dans l'océan et que ça va servir à rien. Ça permet quand même de faire remonter des informations importantes auprès de la CNIL, par exemple, en faisant les signalements qui vont bien. Ok, merci beaucoup. Il y a Océane qui remet la question sur, en fait, c'est les fameux cookie wall, hein, c'est si on n'accepte pas. Alors, par contre, je peux aller sur sa deuxième question. Y a-t-il d'autres méthodes qui puissent donner à l'utilisateur l'envie de valider le consentement, de donner son consentement, Alors, je pense autre que de forcer? Pardon? Je pense que le fait d'informer, d'avoir un bandeau de cookies qui soit un peu friendly et qui explique réellement ce qu'on fait avec les cookies, qui sont un petit peu pédagogiques, je pense que c'est ce qui peut permettre aux gens de donner le consentement, ou tout simplement aussi d'avoir une vraie communication avec sa communauté en leur disant, écoutez, par exemple par un email, si les gens ont donné leur adresse pour une newsletter, en leur disant sur le site, il y a tel et tel cookie, j'ai choisi de garder cela parce que j'en ai besoin pour telle et telle chose, ça fait éventuellement partie de mon business model, donc je vous remercie de participer à ma rémunération en acceptant les cookies sur mon site, par exemple. C'est vraiment les seules solutions que je vois.
Après, je sais qu'il y a aussi beaucoup d'utilisateurs qui donnent leur consentement par automatisme et parce que c'est pénible et parce que c'est plus rapide. Donc, avant, c'est vrai que le fait de pouvoir rendre l'option tout refuser difficile, c'est quelque chose qui était beaucoup utilisé. Aujourd'hui, moi, je suis assez contente que ce soit interdit parce que je ne pense pas que ce soit que ce soit quelque chose que ce soit un process qui soit vraiment éthique. Mais pour autant, on peut difficilement, je pense que c'est très difficile aujourd'hui de se démarquer pour essayer de donner de la confiance à quelqu'un pour accepter des cookies parce que le sujet a pris une ampleur qui est quand même assez importante. Ok, merci beaucoup. Donc, on voit des réactions qu'effectivement, certains, dès qu'on va imposer, ils vont effectivement chercher, ils vont bannir le site et chercher un site alternatif. Une petite question là alors c'est un peu plus sécurité, mais en fait, je vais profiter, là, il nous reste encore un peu de temps, Emmanuel, d'introduire Monsieur Sachs qui nous fait l'honneur d'être là, qui a fini sa visite du côté du port. Clément, est-ce que tu peux activer ton micro, voire même je ne sais pas où tu es, ta vidéo aussi. Bienvenue. Donc, je vous présente, pour ceux qui ne le connaissent pas, Clément Domingo, notre invité d'honneur de ce Geotech Days 2021. Tu es où? Salut tout le monde, salut Shafik. Bah écoute, je vais rentrer tranquillement et puis voilà, en effet ce matin j'ai eu la chance et le privilège de découvrir un peu le lien sous-marin qui vient entre autres à La Réunion et puis ensuite qui redispatche jusqu'à l'Afrique du Sud. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, je profite de ta présence pour te poser une question d'un des participants. Comment peut-on savoir si un site ou une adresse email est fiable? Si le site est fiable, oh bah ça c'est une longue question, mais pour faire simple, déjà, le fait tout simplement qu'il utilise un certificat. Un vrai certificat, c'est bien, pas un certificat auto-signé. Donc, le certificat, c'est vraiment la présence du S à l'intérieur. Ensuite, savoir si le site est fiable, c'est pas parce qu'il va y avoir du HTTPS que le site, lui, va être sécurisé. Par contre, là, c'est un peu gage comme quoi il y a eu toutes les prédispositions pour pas, en tout cas, que vos données soient interceptées par une tierce personne. Donc, ça, c'est plus pour la fiabilité et pas pour la sécurité. Et puis après, pour savoir peut-être concrètement si l'adresse mail que vous avez rentrée là est déjà utilisée autre part, il y a, je pense, le site de référence qui s'appelle Have I Been Pwned de Troy Hunt, Ouais, tout un à fait. ingénieur qui a bossé chez Microsoft et aujourd'hui qui fait aussi énormément de la cybersécurité, qui permet un peu de savoir si votre adresse mail a déjà été leakée. Donc, tout à l'heure, Emmanuel en parlait. Est-ce que votre adresse mail s'est retrouvée dans des bases de données qui ont été piratées? Et donc, voilà, ça permet un peu de savoir si vous devez prendre des mesures immédiates en changeant, entre autres, le mot de passe de cette adresse mail. Et je vais donner un dernier petit conseil. Et ça, on n'en parle pas toujours, mais il y a aussi un moyen très simple pour, par exemple, savoir exactement depuis quel site, en fait, vient la fuite de données. Et ça, c'est une petite astuce qui va tout simplement permettre, lorsque même vous allez utiliser qu'une seule adresse mail, de rajouter un petit plus après votre adresse mail classique. Bon, voilà, si je prends un exemple, typiquement un truc comme contact at geotechdays.fr. Par exemple, au lieu de donner juste le contact @geotechdays.fr à tout le monde, tu peux rajouter un plus après le contact. Et typiquement, si tu t'es rendu sur un site marchand, typiquement, je sais pas, Zara ou Le Bon Coin ou ce que tu veux, en rajoutant le plus derrière, tu es sûr et certain de savoir, tout à l'heure, enfin, je sais pas, il y avait une question comme quoi parfois on peut recevoir un peu des mails de spam. Et là, on est peut-être plus à même en mesure de savoir si une entreprise a revendu nos données ou au contraire si une entreprise a été victime d'un piratage. Et voilà, donc ça, c'est un peu le petit conseil que je pourrais donner très, très, très concret, quoi. D'accord. Merci beaucoup pour ces conseils. On arrive à la fin de cette session. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On peut aussi vérifier. Mario qui indique qu'on peut aussi vérifier les coordonnées du propriétaire du site, le siège, etc. pour s'assurer de sa fiabilité. Oui, c'est des éléments effectivement qu'on va vérifier. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Là, la prochaine session, c'est dans exactement 14 minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire une petite pause,
qu'il y a besoin de faire une petite pause, vous allez prendre un petit café, manger, etc. Ah oui, on me demande, Sax, pouvez-vous nous écrire les noms de ces outils qui permettent de savoir si une adresse email est fiable? Alors, j'ai déjà mis un Have I Been Pound, j'ai déjà partagé le site, Mohamed. J'ai déjà mis, je peux le remettre à nouveau. Voilà, vous l'avez là, qui vous permettent effectivement d'aller voir si et pas que virus total, effectivement. Merci Rudy. Par rapport à l'URL. Et d'ailleurs, pas que l'adresse email, hein, même les numéros de téléphone aussi qui ont été compromis. Il a fait un gros travail, Troy Hunt, effectivement, d'héberger plein de bases de données leakées. Et donc, on retrouve des informations pertinentes sur les leaks. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Moi, j'utilise beaucoup pour de la sensibilisation, donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser pour vérifier vos données personnelles, s'ils ont été leakés ou pas. Voilà, donc on fait une petite pause. On se retrouve d'ici une dizaine de minutes. Vous pouvez rester dans la salle sans problème. Alors, il y a des questions qui tombent comme par hasard. Faut-il continuer la navigation d'un site si celui-ci ne mentionne pas sa politique? Alors ça, c'est pour toi, Emmanuel. Faut-il continuer la navigation d'un site si celui-ci ne mentionne pas sa politique de gestion des données? Alors, continuer sa navigation, oui, si on a besoin. On n'est pas obligé de s'arrêter de naviguer si le site ne mentionne pas comment il gère les données. En revanche, je pense qu'il faut plutôt voir la chose de l'autre côté. Effectivement, si on a un site et qu'on n'explique pas comment on gère les données, ça peut en freiner certains, pardon. Et puis, ça peut être quelque chose aussi que certaines personnes regardent pour se faire une idée de comment fonctionne l'entreprise à l'intérieur et puis de sa maturité sur les questions de conformité. Ok. Merci beaucoup. Sax. Alors, hop, je vais réactiver. Il y a Pasbe. Alors, ça serait bien de mettre les prénoms pour le paper sheet, qui demande est-ce que tu peux répéter l'astuce avec le plus au niveau de l'adresse email? Ouais, et donc je disais, bon, on va essayer de prendre un exemple beaucoup plus concret. Donc là, on imagine, je sais pas, on pourrait prendre quel site. Ouais, bah, j'ai pris un peu Zara ou H&M ou n'importe quel site, ou par exemple Le Bon Coin ou encore Amazon. Bah tiens, on va prendre Amazon. Tout le monde connaît Amazon ou encore AliExpress. Par exemple, quand tu vas acheter et qu'on va te demander un peu de vouloir créer un nouveau compte, la plupart du temps, de manière générale, et d'ailleurs tous, hein, on va un peu donner son adresse mail classique. Par exemple, si je prends un peu mon adresse mail à moi, contact@sex.fr, donc je vais la mettre à l'intérieur. Ça, c'est bien, mais c'est pas bien parce que derrière, si on veut faire un peu de l'analyse beaucoup plus poussée, savoir d'où vient la fuite ou éventuellement si, par exemple, Amazon a revendu mes données à Google ou encore à une entreprise tierce et qu'un beau matin, je reçois énormément de spam en mettant, on va dire, un identifiant fort. Donc, ça veut dire après le contact plus amazon@sax.fr, bah, je saurai que si je reçois, par exemple, un mail de Microsoft qui vient de contact plus amazon@sax.fr, que Amazon a très probablement, si ce n'est à 99% des cas, vendu mes données à Microsoft ou à ce site tierce-là, qui lui ensuite m'a envoyé des mails qui sont soit arrivés directement dans ma boîte ou alors dans mes spams. Et donc ça, c'est vraiment le petit conseil que moi je trouve très utile. Donc c'est ce qu'on appelle concrètement de l'aliasing. Donc on va rajouter un plus derrière son adresse mail classique. Et donc si on prend une adresse mail en Gmail, parce que j'imagine que beaucoup dans la salle qui sont en train de suivre la conférence que Emmanuel vient de nous donner utilisent en fait une adresse mail en Gmail. Par exemple, si tu as un peu une adresse mail typiquement celle un peu, par exemple, si on prend shafik.mohamed@gmail.com, au lieu de juste donner shafik.mohamed@gmail.com, bah, je vais donner shafik.mohamed plus amazon@gmail.com. Et comme ça, je suis sûr et certain, bah, déjà d'être sûr que l'adresse mail, elle est unique, entre guillemets, mais que derrière, s'il y a un problème de fuite de données ou de leak ou de quoi que ce soit, de savoir exactement d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est plus clair. Pour moi, oui.
je trouve ça très, très clair. Chérif qui dit effectivement, c'est très clair. Donc, ok, merci beaucoup pour cette astuce. Pareil, tout le monde a bien compris, Clément. Et merci donc d'avoir communiqué ton adresse email à tout le monde. Ce n'est pas une fuite de données là. C'était volontaire. Il est parti. Non, il est là. Voilà. Hop, je te réactive au cas où. Écoutez, voilà, donc on fait la petite pause et on se retrouve dans quelques minutes avec Mathieu. On va parler de protection de façon globale avec Mathieu Berthollet d'IPFix qui ne devrait pas tarder. Je regarde s'il est déjà dans la salle pour lui donner des droits. Merci encore Emmanuel. Ah bah si, il est là. Mathieu, est-ce que c'est toi tu peux mettre un petit message? Je vois un Mathieu dans la salle. Mathieu, est-ce que tu es là? Tu peux activer ton micro. Mathieu? Est-ce que c'est toi? On ne t'entend pas. Ah, c'est bien moi. Ok, Est-ce que vous m'entendez? Là, oui, très, très bien. Merci bon, beaucoup. Parfait. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je vais juste demander, voilà, saluer Emmanuel à nouveau et donner l'information donc, pour tout le monde, donc tous les intervenants qui présentent des slides vont vous mettre à disposition ces slides, c'est-à-dire vont me les envoyer. Et ensuite, moi, je vais partager à tout le monde dès ce soir. Vous aurez un lien pour pouvoir télécharger les présentations des différents intervenants qui ont présenté les slides lors du Sheo Tech Days. Voilà, donc je vais te laisser la parole, mais de toute façon, on démarre dans à peu près 7 minutes. Mathieu, OK. Je vais te donner les droits comme ça sur le plan technique et je vais arrêter. Que je puisse partager l'écran. C'est ça.